c'est l'after. Daniel Riolo, Jérôme Roten, Corentin, notre fidèle Corentin qui est toujours là jusqu'à minuit. Beaucoup de retours sur votre petite discussion sur Caen là. Ah ouais Oui. Sur Caen. Il y a les supporters canadiens qui disent Corentin a raison, d'autres qui disent Roten est une légende. Enfin, tu vois, personne n'a raison, personne n'a tort. Exactement. Voilà. Chacun a ressenti. Moi, j'ai le ressenti du terrain, tu vois, de ma grande carrière. Donc à Caen, forcément. Heureusement que je suis dans les murs à Caen. Messieurs, si je suis pas dans les murs à Caen. On accueille Julien Beaumont. Julien, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un petit feuilleton cette semaine et la semaine prochaine sur ce bouquin, Les entraîneurs révolutionnaires du football. Je le montre chez Solar. Donc, galerie de portraits d'entraîneurs qui ont révolutionné le foot. Cruyff, Sacchi, Herrera, Lobanovski, Guardiola, Rinus Michels et Gustave Sebes, dont on va parler dans quelques instants. Vous ne le connaissez pas ? Enfin, si, certains le connaissent, parce que certains aftériens sont des grands connaisseurs de l'histoire du football. On va donc parler de la grande Hongrie dans quelques instants. Mais d'abord, quelques petites annonces. Demain, puisque l'after a le temps cette semaine, on va faire une spéciale importante. On va parler grandement de foot amateur demain, Daniel, et notamment de gestion des jeunes joueurs. Bon, évidemment, ça fait écho avec l'actualité récente du football professionnel. Et on aura quelques interlocuteurs de valeur avec nous, notamment qui entraînent des équipes de jeunes et qui parfois font le lien avec le monde professionnel, comment on y passe, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent eux au quotidien. Et ce sera donc demain soir. Alors si vous voulez participer, vous pouvez dès maintenant au 32-16 nous appeler si vous êtes, je sais pas moi, agent, entraîneur dans les centres de formation, entraîneur dans les gros clubs amateurs qui souvent envoient leurs meilleurs joueurs vers les pros. Si vous êtes, je sais pas, papa, maman d'un jeune footeux. Voilà, on mettra tout ça sur la table demain. On va essayer de construire ça comme d'habitude dans l'after de façon très claire et posée. Bon, évidemment, ça peut exploser en vol assez vite, mais enfin, ça c'est l'after aussi. Mais enfin, bon, on va débattre, Daniel, Jérôme, demain soir ensemble sur tous ces sujets-là. Avant, Julien, 2-3 infos quand même. Pour vous dire que Koscielny a dit aujourd'hui à Clairefontaine qu'il arrêterait sa carrière après la Coupe du Monde. Donc il semble peut-être que la relève arrive. Vous savez qu'il a des problèmes récurrents de tendon d'Achille, Koscielny, et puis ils font mal tous les jours. Quel âge il a, Koscielny ? 33. Point d'interrogation. Je demande à Non, point d'interrogation, je suis pas sûr. Je suis c'est 33. 33. Des fois, je me demande, je sais pas à quoi ça sert d'annoncer la fin de ta carrière, sachant que tu continues à jouer. Dimitri Payet avait dit la même chose. En sélection 1. Je vous le rappelle. C'est vrai. Mais lui, il sera peut-être pas à la Coupe du Monde. Voilà. On a parlé de Saint-Etienne tout à l'heure. Aujourd'hui, banderole d'insultes à l'Etra, donc qui confirme une nouvelle fois que les supporters en ont surtout après leurs joueurs et après leurs dirigeants plus qu'après Fekir. La banderole disait ça, une humiliation historique. Vous n'avez aucune fierté des dirigeants et des joueurs. Allez vous faire enculé, voilà, pour être complet, sur la banderole. Banderole géante, a priori, mise en place par les Green Angels. Voilà. Dans l'actu du jour, je voulais également vous signaler les mésaventures de Naby Keïta. Naby Keïta, le joueur de Leipzig. C'est vrai qu'en Allemagne, ça rigole pas avec les fraudes routières. Naby Keïta a tenté de faire authentifier en Allemagne un faux permis de conduire guinéen. Il a pris 415 000 euros d'amende. Oui, parce qu'en Allemagne, figure-toi que les amendes sont basées sur le salaire de la personne. Donc, si tu es au SMIC, tu payes moins, évidemment. Bien sûr. En 2014, Marco Reus avait été condamné à 540 000 euros d'amende pour conduite sans permis. Ça te calme quand même ? T'as surtout pas envie de le faire. Non, là, à ce prix-là, effectivement, ça fait mal. Voilà, c'est les infos du jour. Et puis sinon, Maradona, je voulais vous le signaler. Ces joueurs qui font n'importe quoi sur Diego adore le Venezuela. Il avait déjà joué au foot avec Hugo Chavez. Là, il va bosser pour la télé vénézuélienne. Il va faire une émission, La main du 10. Et il va jouer au foot avec Maduro, son grand pote. Voilà, Diego, toujours au chevet des révolutionnaires sud-américains. After Story tout de suite. Story, on va parler de foot hongrois ce soir dans le bouquin donc de Julien Maumont plus Raphaël Cosmidis plus Christophe Kuchli avec les cahiers du foot. Cahiers du foot, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé des cahiers du foot. Avant, ils venaient des fois dans l'after. Ils avaient une petite publication sympa. Mais ça existe toujours sur le net. Ouais, c'est toujours pas mal. C'est toujours. Bon, ils sont là. Et donc, Gustave Sebes. Tu sais qui c'est, Corentin ? Non, du tout. Quoi ? On a réussi à le coller ? Mais c'était évident que vous alliez réussir.
c'était évident. Bon, il a fallu attendre 23h36. Est-ce qu'avant qu'il démarre sur l'entraîneur de la Grande Hongrie, je peux poser 2-3 questions sur le bouquin. C'est d'abord, Julien, combien vous en avez mis des mecs ? 7. On a dû faire une liste, on n'a pas pu être exhaustif, donc on a retenu globalement un par décennie pour avoir un peu l'idée de... Vous en avez sélectionné 7 alors ? Ouais. Ok. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, ouais. Et pourquoi ceux-là ont été sélectionnés ? Quels étaient les critères dans l'idée de révolution du foot ? L'impact que leur équipe ou que leurs idées ont pu avoir sur la manière de penser et de jouer au foot. Évidemment, ça avait une dimension de retentissement aussi de leur victoire ou des matchs qu'ils ont pu disputer, puisque dans l'idée de révolution, il y a une idée d'impact global qui nécessite d'être sur la plus grande des scènes pour pouvoir diffuser ou répandre ses idées ou inspirer d'autres gens. Ouais. Il y a l'aspect aussi un peu disciple qui viennent par la suite de ces entraîneurs. Beaucoup se revendiquent de Guardiola ou de Michels ou de Cruyff. Ou d'Herrera par exemple, qui ressemble beaucoup à Mourinho. Donc on va vous reprocher qu'il n'est pas Bielsa. Il est en encadré. On a eu des débats évidemment, les choix ont été parfois délicats. Il y a beaucoup d'autres entraîneurs qui ont marqué l'histoire du jeu qui sont en encadré parce qu'on ne pouvait pas ne pas les nommer. Notamment est-ce que tu peux Noël Tosi qui a influencé des quinzaines d'entraîneurs pour ses coups de pied arrêtés. Tu peux nous citer la liste, comme ça on saura de quoi tu vas parler dans les jours prochains. La liste des 7 ou les 7. Donc il y a Sebes, Herrera, Lobanowski, Michels, Saki, Cruyff et Guardiola. Et on va donc démarrer par Gustave Sebes, messieurs. Reinus Michels, quoi, comme le père du grand Ajax. Eh oui. Disons que ce sera un autre soir. Parce qu'ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs, mais le fait d'avoir porté l'Ajax jusqu'à la victoire en C1, ce qui n'était pas encore la Ligue des Champions à l'époque, ça a permis de répandre les idées qui étaient certes élaborées avant par V. Buckingham, l'anglais avant lui. Donc évidemment, il y a toujours un révolutionnaire n'est pas forcément un pionnier. Il s'inspire aussi d'autres idées. C'est un peu ce que Guardiola dit quand il vole des idées à droite à gauche. Lénine disait toutes les idées sont révolutionnaires. Voilà, c'est Lénine, c'est pas Lobanowski. Donc Angleterre-Hongrie, parce qu'à chaque fois, en fait, pour chaque entraîneur, vous prenez un match ou plusieurs. Regardez beaucoup qui illustre évidemment cette révolution. Donc là, on va plonger. Pour retrouver les matchs. On va plonger, Daniel, s'il te plaît, dans les années 50, 1953. Mais là, ça veut que j'ai démarré ma story, donc s'il te plaît, parce qu'il faut quand même que Jérôme se mette un petit peu au parfum. Angleterre-Hongrie 53, ce qu'on appelle le match du siècle. Mon petit Jérôme, sache qu'à l'époque, à Wembley, l'Angleterre a été invaincue, l'équipe nationale, invaincue contre une équipe du continent. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent en Angleterre, il les mettait minables. Ils étaient tellement sûrs d'eux, les Anglais, qu'ils refusaient même de faire la Coupe du Monde. Genre, c'est pas pour nous, c'est un truc de minus. Nous, on est les aventures du football, on défonce tout le monde. Sauf que là, arrive la Hongrie. 120 000 personnes dans le stade à Wembley. La Hongrie, championne olympique en titre, invaincue depuis 24 matchs. Donc, face à cette Angleterre-là, qui gagnait à tous les coups sur d'elle. Et là, moins d'1 minute de jeu, le ballon récupéré par les Hongrois. Udekuti, crochet, frappe 1-0 pour les Hongrois. Donc ça part bien pour l'Angleterre. L'Angleterre égalise tout de même, mais va prendre la tempête avec donc Gustave Sebes qui ringardise l'équipe britannique. Alors tactiquement, l'Angleterre est perdue. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre est en marquage individuel en permanence. Or, les Hongrois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dédoublent en permanence. 3 à 4 joueurs sont impliqués à chaque fois dans les mouvements offensifs. Il y a un faux numéro 9, Udekuti, donc qui fait vivre un calvaire à la défense anglaise. Les mecs sont dépassés. À chaque fois, il y a du surnombre. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut décrocher pour le suivre ? Est-ce qu'il faut laisser de l'espace ? Derrière, tu as Puskas et Coxis qui sont à l'époque des meilleurs joueurs du monde. Donc, évidemment, tu laisses de l'espace à ces deux-là. Du coup, les Anglais sont à la rue. Ils perdent 6-3. Première défaite donc des Anglais chez eux dans l'histoire. Et la leçon, c'est la leçon du coach, Gustave Sebes. Donc, à l'époque, qui modernise le foot dans les années 50. Donc, les débats tactiques qu'on a aujourd'hui, ils existaient déjà à l'époque avec le ballon en cuir, les pompes toutes pourries avec des crampons qui pesaient 200 kilos là. Voilà, c'est la première révolution que vous développez dans le bouquin, Julien. Oui, la première révolution, alors sur le plan temporel, c'est parce que c'est la première pour laquelle on peut avoir accès à des matériaux suffisants pour vraiment l'analyser. Avec des vidéos d'époque, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est plus compliqué. Et c'est vrai qu'en plus, l'impact de ce match a été immédiat, puisque le lendemain, la presse anglaise titre que le football ne sera plus jamais comme avant.
il y avait des entraîneurs français qui étaient présents au stade aussi, et Raymond Compa aussi, qui disait que... Il y avait Giroud, peut-être pas, mais qui jugeait qu'en voyant ça, en fait, ils avaient tout à apprendre. Bobby Robson, à l'époque, qui était joueur et qui disait, mais ce match a complètement changé la manière de penser le foot. Donc ouais, l'impact en plus de ce match à l'époque a été immédiat. Et avec le recul, on peut déceler les traces de ce qu'on voit aujourd'hui en termes de jeu collectif, de jeu de passe, qu'on peut retrouver chez le Barça ou chez City aujourd'hui. Ça peut revenir de cette époque de la Hongrie, qui par rapport aux autres équipes dans lesquelles le foot était une succession d'actions individuelles plus ou moins, eh bien là il y avait une vraie notion de jeu collectif beaucoup plus poussée. Ouais. Parce que les Anglais étaient, tu le dis, dans le marquage individuel, mais eux, le football consistait à balancer le ballon et à en fait gagner le duel. Ouais, c'est ça. Être dans la bagarre, ça venait d'une tradition. C'était expliqué la façon dont les Anglais voyaient le foot dans un très bon livre. Comment ça s'appelait ? Éloge. C'était d'Olivier Guèze qui vient de gagner Renaud 2 pour quelque chose qui n'a rien à voir avec Strasbourg. Éloge de l'esquive. Éloge de l'esquive, et Olivier Guèze a gagné le Renaud 2 pour l'excellent disparition de Joseph Mengele qui n'a rien à voir avec le foot, et il racontait à quel point pour les Anglais ça venait un petit peu de sorte d'esprit chevaleresque, il fallait qu'il y ait de la baston dans un match de foot, donc du contact, et d'ailleurs ça les a poursuivis pendant des années, cette façon de voir le foot, hein. Leur fameuse kick and rush, ça venait de là, et les Hongrois, donc eux, ont proposé tout à fait autre chose. Ça, un jeu en mouvement et des passes pour éviter le contact. Et c'est symbolisé au final par ensuite l'Ajax et le Barça, c'est inspiré de ça. C'est des enfants de tout ça. Ouais. D'ailleurs, après coup, Puskás avait un petit peu réécrit l'histoire en expliquant que c'était un prototype de football total où, soi-disant, tout le monde était censé attaquer et défendre. Quand on regarde les images, ça reste encore un peu plus segmenté quand même. On voit pas les défenseurs à l'attaque. On voit des embryons de pressing quand même dans cette équipe. Il n'y avait pas le Kurzawa hongrois. Pas encore totalement. Il y avait un peu plus de jeu offensif des latéraux, mais pas totalement. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà cette idée de dépassement de fonction, de permutation, de course croisée, alors qu'à l'époque, par exemple, les ailiers, Stanley Matthews, qui était en face chez les Anglais, lui, restait collé à la ligne de touche. Les Hongrois, qui étaient inconnus, eux, ils partaient dans tous les sens. Est-ce que vous avez retrouvé des textes où le mec explique d'où lui est venue l'idée, pourquoi il avait pensé à faire ça? Non, il y a très peu de textes qui sont disponibles de Goussas Sebes de premier ordre où il faudrait parler hongrois. On n'a pas cette chance. On aurait pour pousser plus loin, on pourrait aller enquêter en Hongrie. Je sais que Jonathan Wilson, un journaliste anglais référence, lui, est allé jusque-là. Tous ces mecs-là, ils sont encore idolâtrés en Hongrie aujourd'hui, 70 ans plus tard. Hein. Ouais, il y a un bar, surtout après ce match, il y a un bar qui s'appelle le 6-3, par exemple. Il y a dans la station de métro qui mène au stade Ferenc Puskás, qui est le stade national à Budapest. Il y a des photos de cette époque-là. Exactement. Alors, ce qui est formidable, c'est que cette équipe se révèle au monde entier à cette occasion et devient favorite pour la Coupe du Monde 54. Exactement. Ils font un parcours de dingue et ils perdent en finale contre l'Allemagne. Le miracle de Berne. Le truc totalement inattendu. Ouais. Alors qu'ils mènent 2-0 au bout de 8 minutes contre les Allemands. Contre les Allemands. Il faut préciser qu'aujourd'hui, il y a des forts soupçons de dopage sur cette équipe allemande. C'est pas des soupçons, c'est vérifié. Ils avaient tous la jaunisse. Prenons les précautions. mais ouais, non, ça a été dit. Et c'est peut-être physiquement, finalement, qu'ils sont un petit peu effondrés dans ce match, avec aussi un Tony Turek incroyable. Si on regarde les grands moments de ce match, les arrêts sont impressionnants du gardien allemand, et finalement c'est à ça que ça tient. Une victoire, une défaite sur une grande compétition, est-ce que ça aurait permis de mieux faire accepter, intégrer la Hongrie dans l'histoire du foot, dans l'esprit des gens, parce que c'est un perdant magnifique, mais est-ce que la victoire aurait permis d'aller mettre les choses plus loin? Sûr. Ça joue finalement pas toujours à grand chose. Ce qui est absolument incroyable, c'est que les Hongrois de cette époque donc existent dans l'histoire du foot, avec en plus des joueurs qui sont allés jouer dans des grands clubs à l'étranger, et c'est, à ma connaissance, je crois que je ne dois pas me tromper, mais dans les pays de l'Est, c'est le seul pays qui n'a pas retrouvé de belle époque. Les Bulgares ont eu une belle époque. En France, c'était un petit peu séduisant sur le. Les Bulgares ont eu une belle époque avec Stoïkov. Les Roumains ont eu l'époque Hadji. Les Yougoslaves, je t'en parle pas. Ils ont eu des magnifiques années. Mais les Hongrois, je sais pas comment, avec une histoire pareille à ce moment-là, une telle tradition qui est encore très prégnante chez eux, et puis le foot marche chez eux. Les gens vont au stade. Il y a une culture du foot en Hongrie. Eh ben, ils ont jamais eu. Il y a eu, je crois, ils ont dû faire la Coupe du Monde en 86, je crois, avec Détari. Là, c'est un joueur dont on parlait. Je crois même que Tapi le voulait à l'OM à une époque, il me semble. Mais ils ont rien eu. Ça s'est jamais repris. C'est très très bizarre.
très bizarre que dans ce pays, il y avait un club aussi qui m'a le Honvéd Budapest. C'était le club de Puskás. Ouais. Voilà. Et puis Ferencváros. Et puis rien. Gros club. Et puis rien. Maintenant, il reste Laurent Deutsch, qui reste un grand footballeur hongrois, quand même le préciser. 2 fois qu'on le cite dans cette émission. Mon cher Corentin. Écoute, Julien, merci. Demain, on fera l'épisode 2 avec Arrigo Sacchi. Exactement. Ce sera Raphaël. Alors, on va sauter dans le temps, là. Voilà, on va sauter dans le temps, mais voilà, c'est ça l'intérêt aussi de ce bouquin. Donc, je le remonte, les entraîneurs révolutionnaires du football chez Solar. Voilà. Et quand est-ce qu'on pourra dire qui on aurait mis et pourquoi ? Attends, t'as 10 jours là, tranquille. Ah bon ? Fais ta liste, fais ta 10 jours, liste. 10 jours. Ça va durer si longtemps, d'accord. Oui, on va faire un jour à l'entraîneur. Là, on a raconté Sébastien, demain Sacchi, et puis on enchaîne. Et puis il y aura Thierry Goudet à un moment forcément qui va. Merci Julien. Merci Hubert. Pourquoi Thierry Goudet tout de suite comme ça? Légende. Thierry Goudet. Non mais attends. Vous savez qui il aurait dû y avoir ? On se fait une devinette ou pas ? Qui aurait dû l'avoir? Qui devrait être ? Quel est l'entraîneur qui devrait... Je sais pas. 2000. Mais encore aujourd'hui, il entraîne encore. Ah, ton ami Zeman ? Non, pas du tout. Oh non, Zeman, non. José Mourinho. Ah, il est pas dedans ? Mais il est révolutionnaire. Oui, parce mais que pour vous autre avez chose. pris des révolutionnaires positifs. C'est peut-être ça. Non, est-ce qu'il y a un révolutionnaire positif ? Si, non, mais c'est du jeu. C'est du jeu, mais José Mourinho est un révolutionnaire ailleurs. Et lui aussi, il a influé et énormément d'entraîneurs vous expliquez se sont référés à lui dans la façon de manager, de diriger un vestiaire. C'est ça, c'est l'idée de tout entraîner en même temps, la tactique, le C'est physique. vraiment révolutionnaire. Si, pardon. Et la dimension communication aussi. On est plus sur le. Non, mais c'est très important. Parce que tu te trompes, Daniel. Dans quelques instants, nous revenons avec le quiz. Tu veux rester pour le quiz, Julien ? Si vous arrivez. Allez, reste pour le quiz. 32-16 pour le quiz, messieurs, on vous attend. À tout de suite.